Et si l'un des riffs les plus célèbres de l'histoire du rock était né d'une douleur qu'on n'arrive pas à faire taire, d'une obsession, d'un amour interdit. Salut mes petits riffologues! Bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on attaque un amour interdit, Layla d'Eric Clapton. Prêt? Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles. Ça va riffer. À la fin des années 1960, Eric Clapton est un musicien reconnu mondialement, mais profondément épuisé. Les années Cream l'ont placé au sommet, mais aussi enfermé dans un rôle qu'il ne supporte plus. Dès 1968, il exprime son désir d'être oublié, de s'éloigner de la virtuosité démonstrative et du statut de guitar héros pour se rapprocher d'une musique plus simple, plus humaine, inspiré par The Band, Bob Dylan et Gigi Kill. La rencontre avec Delaney et Bonnie joue un rôle décisif. Au sein de leur caravane musicale, Clapton découvre une autre façon de faire de la musique. Collective, fluide, enracinée dans la tradition américaine. Denaley Bramlett l'encourage à chanter, à écrire et surtout à enregistrer son premier album solo. Clapton reconnaîtra que Delaney l'a aidé à faire émerger quelque chose qu'il ignorait lui-même. Mais sur le plan personnel, Clapton est malheureux. Sa relation avec Alice Ormsby Gore est instable, faite de ruptures et de réconciliations. Tandis que son amour pour Pattie Boyd, épouse de George Harrison, devient central et obsessionnel. C'est un amour silencieux, douloureux, entretenu par des rencontres clandestines, notamment à Londres, à South Kensington, sans que Pattie ne quitte jamais George. À l'été 1970, après une nuit passée ensemble, Pattie refuse toujours de s'engager davantage. Clapton est brisé. C'est à ce moment précis qu'il replonge dans l'héroïne et découvre l'histoire de Layla et Majnoun, poème persan de Nizami, dont l'amour impossible agit comme un miroir direct de sa propre situation. Parallèlement, Clapton accueille chez lui à Earthwood Edge Bobby Woodcock, Carl Riddle et un Jim Gordon laissés sans emploi après la séparation de Delaney et Bonnie. Le groupe vit ensemble, joue ensemble, écrit ensemble, dans une atmosphère faite de créativité intense, mais aussi de consommation massive d'alcool et de drogue. Décrite sans phare par Woodcock lui-même. C'est dans cette configuration qu'il choisit le nom d'Eric and the Dominos. Clapton expliquera que ce choix répond à un besoin d'anonymat, presque inconscient, mais à la volonté d'effacer sa personne derrière un collectif. Layla naît donc dans un moment de bascule, une transformation artistique, un amour impossible, une dépendance qui s'installe et un désir farouche de simplicité. En 1970, Eric Clapton écrit une série de chansons profondément personnelles. Toutes sont liées à une seule personne, Pattie Boyd, épouse de George Harrison. Clapton ne s'en cache pas, il expliquera plus tard que cet album est une longue tentative désespérée de dire ce qu'il n'arrive pas à exprimer autrement. C'est dans ce contexte qu'il découvre le poème persan Layla et Majnoun. L'histoire raconte l'obsession d'un homme pour une femme qu'il ne peut jamais posséder, au point d'en perdre la raison. Clapton reconnaît immédiatement un parallèle direct avec sa propre situation. Il ne s'agit pas d'une inspiration abstraite, mais d'une identification assumée. Le titre Layla devient alors évident. Ce n'est pas un symbole, c'est un prénom. À l'origine, la chanson est conçue comme une ballade blues lente, proche de As the Year Go Passing d'Albert King, que Clapton admire profondément.
Mais très vite, cette forme ne suffit plus. L'émotion déborde. La chanson se durcit. Le riff principal apparaît comme une transformation de cette tension. Court, répétitif, presque agressif, il ne cherche pas la résolution harmonique. Il insiste, il martèle. Il traduit une obsession qui ne trouve pas d'issue. Les paroles, elles, ne laissent aucun doute. Clapton y supplie, y avoue son amour sans détour, y exprime sa douleur et son impatience. Il dira plus tard que Layla est probablement la chanson où il s'est montré le plus vulnérable. La bascule définitive se produit à Miami, lors des sessions d'enregistrement de l'album Layla and Other Assorted Love Songs. Clapton assiste à un concert des Allman Brothers et est bouleversé par le jeu de Duane Allman, qu'il connaît déjà pour son solo sur Hey Jude avec Wilson Pickett. Duane Allman n'est pas une simple guest star sur Layla and Other Assorted Love Songs. Il en est l'élément déclencheur. En 1970, Duane Allman a 23 ans. Il est déjà l'un des guitaristes les plus demandés des studios du sud des États-Unis. Avant même la naissance officielle des Allman Brothers Band, il s'est imposé comme musicien de session chez Muscle Shoals, puis chez Atlantic Records, sous la direction de Tom Dowd. C'est là que Clapton l'entend pour la première fois, sur le solo de Hey Jude, enregistré par Wilson Pickett. Clapton dira plus tard avoir appelé Atlantic uniquement pour demander qui est ce guitariste. Duane Allman vient du blues, mais pas d'un blues académique. Il joue à l'oreille, sans formation théorique, avec une approche profondément vocale de la guitare. Son usage du slide n'est pas décoratif. Il s'inspire directement des chanteurs de gospel et de blues, cherchant à reproduire les inflexions de la voix humaine. Lorsque Clapton assiste à un concert des Allman Brothers à Miami, la connexion est immédiate. Clapton ne se place pas en coulisses. Il s'assoit au pied de la scène, fasciné. Après le concert, les deux hommes jouent ensemble toute la nuit. Les témoignages parlent de plus de 15 heures de jam. Sans plan, sans hiérarchie, simplement guidé par l'écoute. Le lendemain, Clapton invite Duane Allman à rejoindre les sessions de Layla. À ce moment-là, rien n'est prévu. Allman n'est pas crédité comme membre du groupe. Il vient voir, mais très vite, sa présence transforme tout. Duane Allman n'apporte pas des riffs, il apporte une réponse émotionnelle. Face au jeu tendu, presque nerveux de Clapton, Allman introduit une respiration, un chant, une plainte. Le slide devient une seconde voix, parfois plus expressive que les paroles elles-mêmes. Clapton reconnaîtra plus tard que Duane Allman fut le musicien qui lui permit de lâcher prise, de sortir du contrôle permanent et d'oser une musique plus instinctive. Il parlera de lui comme d'un frère musical, capable de comprendre ce qu'il n'arrivait pas à formuler. Sur Layla, Duane Allman joue sur 11 des 14 titres de l'album. Il ne se contente pas d'orner, il structure, il dialogue, il révèle. Sans Duane Allman, Layla aurait été un album intime. Avec lui, il devient un album habité. La disparition brutale de Duane Allman en 1971, quelques mois seulement après l'enregistrement, donnera à ce disque une dimension supplémentaire. Clapton dira que cette collaboration fut l'une des plus courtes, mais aussi l'une des plus intenses de sa vie musicale. Le son de Layla est indissociable de la transformation artistique de Clapton, amorcée dès son album solo Eric Clapton en 1970. Il abandonne les Gibson et les amplis Marshall au profit de Fender Stratocaster et d'amplis Fender, recherchant un son plus mince, plus direct, moins spectaculaire. Au studio Criteria de Miami, le producteur Tom Dowd observe ce changement. Clapton arrive avec de petits amplis Fender Champion et un Pignose, posés sur des chaises de camping, loin de l'arsenal massif de l'époque Cream. Duane Allman joue principalement sur Gibson Les Paul,
apportant un sustain long et une expressivité accrue grâce au slide. Le contraste Fender-Gibson devient l'un des éléments centraux du son de l'album. Les sessions se déroulent dans une atmosphère électrique, faite d'enthousiasme, de jams interminables, mais aussi de consommation massive de drogue et d'alcool, reconnue et décrite par les protagonistes eux-mêmes. Le matériel utilisé sur Layla n'est pas là pour embellir, il est là pour laisser passer une émotion brute, sans filtre. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu trouveras le GP, les tabs et les backing tracks sur mon site drfredmrlad.com. Tu trouveras le lien en description. Le riff de Layla n'est pas impressionnant par sa complexité. Il l'est par sa tension. Harmoniquement, on peut décrire ce riff comme gravitant autour de ré mineur. Ce qui fait sa force, c'est les overdubs sur le morceau qui doublent ou complètent le riff et qui donnent le volume à cette mélodie assez simple, mais prend corps avec toutes ces guitares qui se superposent. Le riff est court, répétitif, presque obstiné. Rythmiquement, tout est construit pour maintenir cette pression. Les attaques sont sèches, les accents tombent là où on ne les attend pas toujours. Techniquement, c'est très simple. Musicalement, c'est essentiel. Quand on joue, on comprend vite que la difficulté n'est pas dans les doigts. Elle est dans l'intention, dans la régularité, dans la tension qu'on accepte de ne jamais relâcher. Layla n'est pas un riff virtuose, c'est un riff émotionnel. Et parfois, c'est exactement ce qui fait l'histoire. On attaque ce riff de Layla. Je te montre vite fait comment ça se passe. Donc, la corde de La vide, un hammer-on sur la troisième case de la corde de La. On joue la corde de Ré à vide avec hammer-on sur la troisième case de la corde de Ré et on relâche. On revient sur la troisième case de la corde de La et on rejoue le Ré à vide. Une fois qu'on a ce gimmick, on va jouer l'accord de Ré, Do, Si bémol. On a nos accords de Ré, Do, Si bémol. On relâche, on joue l'accord de La à vide. La note de Sol sur l'accord de Mi à la troisième case. On joue l'accord de Ré. Encore la note de La avec la corde à vide. La note de Sol sur la troisième case de l'accord de Mi. Et on enchaîne sur le Ré. On va le jouer tout doucement. Et là, on a notre riff. Le gimmick du riff est doublé à la guitare sur le morceau, également à la septième case de l'accord de Ré. On va faire un hammer-on sur la dixième case de l'accord de Ré. Ici, on va descendre sur l'accord de Sol, donc septième case, dixième case de l'accord de Sol. Un pull-off pour refaire sonner la septième case. Ici, on joue la dixième case de l'accord de Ré. Et on fait jouer la septième case de l'accord de Sol. Donc, voilà. Là, c'est l'overdub qui est joué sur ce riff-là. Ensuite, une fois qu'on a lancé le gimmick avec les accords, Clapton va les jouer plus aigus, façon solo. Donc ici, on va se redécaler. On joue le même gimmick, mais beaucoup plus aigu, à partir de la dixième case sur l'accord de Si. Et on a la même forme quasiment.
Donc, dixième, treizième, dixième, treizième sur l'accord de Mi. Et à la fin de ce gimmick, on va faire un bend à la 13e case. On le rejoue à la 13e case, position normale. La 12e case de l'accord de Mi. 13e case de l'accord de Si. Et 10e case ici de l'accord de Mi. Donc, je le joue doucement. Et ce gimmick, il va être enchaîné une fois avec cette variante et une deuxième fois avec une variante différente où on va faire un bend à la 15e case. Donc, le début est strictement le même. Et là, à la 15e case, on va bender la 15e case et le reste, c'est pareil. 12e case de l'accord de Mi, 13e case de l'accord de Si et 10e case de l'accord de Mi. Donc, tout doucement, ça nous donne... Donc les plans vont s'enchaîner comme ça. Et voilà, on a fait tout le riff de l'intro de Layla. Layla, ce n'est pas une démonstration de virtuosité. C'est une lettre d'amour sonore, une complainte, une supplique, l'ultime espoir de conquérir l'être aimé. Une douleur transformée en musique. Derrière ce riff, il y a un homme qui cherche à s'effacer. Un autre qui n'aura que quelques mois pour laisser une empreinte éternelle. Et une rencontre qui a changé la trajectoire d'un album. Et l'histoire de la guitare. Si ce riff traverse encore le temps, ce n'est pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il est vrai, que Clapton y a mis ses tripes et surtout son cœur sur l'autel de l'amour impossible. Et si tu veux continuer à comprendre pourquoi certains riffs nous marquent à vie, pourquoi ils résonnent encore longtemps après la dernière note, abonne-toi à Riffologie Culte.